Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette compilation, on va parler douleur discale, on va parler raideur et mobilité parce que personne comprend de quoi on parle quand on parle de ça. Et on va parler du MTP et de l'acupuncture dans le traitement de la tendinopathie et de manière générale des traitements non recommandés et ce à quoi ça amène. Ok? Donc là, on écoute le premier extrait, ensuite on analyse, on commence avec les douleurs de disque. On parle beaucoup de dos en ce moment, mais c'est quand même, je trouve, un sujet très intéressant. Bah, ça, ouais, une fois sur, enfin, deux fois sur trois, ouais, Parce que, les bottes, j'ai arrêté parce que quand je me relevais, c'était. ouais, non, mais faut pas le faire parce que ça fait bouger la hernie dans le mauvais sens. D'accord. Et là, Donc en fait là je vous remets juste le contexte. On est dans un podcast et vous avez la personne il y avait une personne qui expliquait qu'elle avait mal au dos. Alors j'ai écouté le podcast en entier, à aucun moment cette personne nous dit qu'elle a une hernie discale. Mais la personne qui veut l'aider, alors peut-être qu'ils se connaissent d'avant et qu'il y a des informations qu'on n'a pas, mais je trouve qu'il faut remettre un petit peu de contexte parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit qu'il a mal au dos. Donc déjà un des conseils qu'on lui donne c'est de lui dire arrêtez un mouvement qui fait mal, alors que ça c'est pas forcément un bon conseil. D'ailleurs ça c'est un conseil, ah, si vous allez à la salle ça vous l'entendez, et même il y a des gens très connus qui disent un mouvement qui fait mal, faut l'arrêter, ça c'est une base. Bah non, en fait il y a plein d'explications possibles qui font dire que en fait arrêter un mouvement qui fait mal ça peut être aussi n'importe quoi. Ça dépend toujours du contexte. Ensuite, donc là, on part tout de suite sur le fait que la personne elle a une hernie et que bah, c'est son disque qui bougerait dans le mauvais sens ou peu importe. Ça fait bouger la hernie dans le mauvais sens, c'est ça qui provoquerait les douleurs. Juste rappeler que dans le mal de dos, dans 90% des cas, on a un mal de dos qu'on appelle non spécifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas capable d'identifier une structure en particulier qui fait mal. Ensuite, il nous reste 10%, et en fait, dans ces 10%, on a 1 à 2% qui vont être des pathologies graves, et on va avoir le reste qui vont être des problèmes avec potentiellement des déficits neurologiques ou des choses comme ça, et c'est là-dedans qu'on va plutôt mettre la hernie discale, on peut avoir le canal lombaire étroit, donc qui peut être causé par le disque, mais par tout un tas d'autres structures, les épaississements des ligaments, les ostéophytes de arthrose, tout ça, des gros spondylolisthésis ou des choses comme ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans 90% des cas, on ne sait pas pourquoi la personne elle a mal au dos. Donc, il ne faut pas forcément sauter sur une personne elle a mal au dos, c'est son disque. Mais là, je vais vous expliquer un petit peu comment on fait pour savoir, est-ce que c'est bien le disque du patient que vous avez en face de vous qui fait mal. Donc là, ça va vous intéresser si vous êtes kiné ostéo, peut-être que vous le savez déjà, et si vous êtes ni kiné ni ostéo, peut-être que ça peut vous intéresser. Donc comment on fait pour savoir si c'est un disque qui fait mal? En fait, on a un examen qui s'appelle la discographie, et c'est l'examen de référence pour l'étude des douleurs discogéniques. Donc ça veut dire que c'est cet examen-là qui vous dit, c'est votre disque qui fait mal. Alors comment ils font? Alors c'est en trois étapes. En gros, ils prennent un produit de contraste qu'ils vont injecter directement dans le disque. Ça va stimuler mécaniquement le disque, et ça doit déjà, première étape, ça doit reproduire la douleur du patient. Si ça reproduit la douleur du patient, déjà, première étape validée. Deuxième étape, on injecte un autre disque de la même manière. Il ne faut pas qu'il y ait de douleur. Voilà. Si à chaque fois que vous infiltrez un disque et qu'il y a une douleur, bah c'est peut-être pas le disque qui pose problème. Donc le disque qu'on suspecte d'être douloureux, il faut qu'il fasse mal. On infiltre un autre disque, il faut pas que ça fasse mal. Donc ils mettent aussi un produit de contraste. Et après ils font passer un scanner à la personne et ils voient en fait un petit peu, voilà, vous avez des chiffres, 1, 2, 3. Après en fait on voit où le produit de contraste, il va dans le disque. Et si ça c'est positif, on peut dire c'est votre disque, c'est le disque du patient qui lui fait mal, c'est pour ça que vous avez mal, c'est parce que votre disque, il vous provoque de la douleur. Donc là après vous êtes kiné, vous êtes ostéo, vous êtes peut-être patient, peu importe, et vous vous dites, ouais mais je ne vais pas mettre un produit de contraste, je ne vais pas faire une discographie à chaque patient. Non. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître le phénomène de centralisation qui a été décrit pour la première fois par Mackenzie dans ce livre-là. Donc qu'est-ce que c'est la centralisation? En gros, c'est l'abolition rapide et durable de la douleur selon un schéma disto-proximal à la suite d'une mise en contrainte directionnelle du rachis lombaire. Vous dites c'est hyper compliqué comme définition, en fait pas du tout. C'est juste qu'on va prendre un patient qui va vous voir, qui a des douleurs qui partent du niveau lombaire et qui vont jusqu'au pied. Vous lui faites faire des mouvements répétés du type extension. On parle même Mackenzie, on va parler d'extension. Faites des mouvements répétés, 30, 40, hop, et puis au bout d'un moment, la douleur, elle remonte, elle remonte, elle remonte, et puis elle se centralise, donc ça veut dire, elle va donc du distal vers le proximal pour arriver ici. Et si l'abolition, elle est rapide et durable, vous pouvez dire que vous avez une centralisation. A l'inverse, normalement, si vous bougez dans l'autre sens, donc par exemple l'extension, ça faisait une centralisation,
il y a de fortes chances que la flexion, ça fasse une périphérisation. Donc là, c'est l'inverse. C'est un patient, par exemple, qui avait mal jusque dans la cuisse, et plus vous le faites, plus ça va là. Ou alors le même patient que tout à l'heure, il a fait des extensions, il a mal ici, vous lui refaites faire des flexions, et en fait, il fait le chemin dans le sens inverse. Donc centralisation dans un sens, périphérisation dans l'autre sens. Et à quoi ça sert de savoir ça? Bah en fait, on a une étude de Marc Laslett qui nous explique ici qu'en fait, on a une forte association entre la présence d'une centralisation et une discographie positive. Donc ça veut dire que si vous avez un phénomène de centralisation, vous pouvez être quasiment sûr que votre patient il aura une discographie positive. Donc la spécificité elle est de 95%, donc c'est relativement élevé. Et le ratio de vraisemblance positive il est de 6,7, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc on peut utiliser la centralisation comme outil de diagnostic des fissures radiales au niveau du disque. Ok? Donc si vous avez un phénomène de centralisation ou centralisation-périphérisation et que vous pouvez jongler l'un à l'autre juste en changeant les mouvements de votre patient au niveau du rachis, vous pouvez dire c'est le disque qui fait mal. Et là, voilà. Donc c'est pas à travers un podcast avec des personnes qui discutent comme ça qu'on dit c'est le disque qui fait mal. Ok? D'ailleurs, vous avez carrément plus de chances de dire que c'est un mal de dos non spécifique finalement parce que c'est dans 90% des cas. On va passer à la suite. C'est vrai pour moi en tout cas. Et celle de mes potes aussi, c'est que ça rend raide, tu vois. Donc en fait là, bon pareil, j'ai pris juste un court extrait, en gros on nous parle de la raideur, on nous dit que la musculation ça rend raide. Et en fait il y en a plein des extraits comme ça, je savais même pas lequel mettre pour tout vous dire, où à chaque fois on nous dit oui, la musculation ça rend raide. Il y en a qui nous disent des fois aussi, tout le monde veut être mobile, mais vaut mieux être raide, c'est pas bien d'être mobile, vous allez vous blesser si vous êtes mobile. Donc en fait, c'est que là en fait on utilise des notions, mais en fait il n'y a aucune définition derrière ces notions, en tout cas qui sont exprimées, et en fait c'est juste de la pensée commune et on sait pas de quoi on parle. Quand on est raide, on pense que on est raide, on est raide, on n'est pas mobile. Voilà. C'est des choses comme ça. Alors qu'en fait, les deux n'ont rien à voir. Comme définition de la mobilité, en fait, on va définir des termes et on va voir qu'à partir de ces termes, en fait, en gros, l'un et l'autre n'ont rien à voir. Là, pour la mobilité, j'ai pris la définition du docteur André Ospina, de son système, donc il a le système FRS, dans le système FRS vous avez le système FRC, et c'est un peu vraiment un des systèmes les plus développés qui parle de la mobilité. Et en gros, dans son système, il vous explique que la mobilité, c'est la souplesse, plus de la force, plus du contrôle moteur. Donc la souplesse, en gros, juste pour qu'on ait le même terme, pareil, ça va être la capacité d'amplitude d'une articulation en passif. Donc c'est-à-dire si je vous prends l'épaule et que je suis capable de vous l'amener jusque je sais pas, très loin derrière, bah, vous allez être très souple. Par contre, si vous, derrière, vous pouvez aller que jusque là en actif, bah, en fait, vous êtes souple, mais vous n'êtes pas mobile. Si vous êtes incapable de contrôler ou de voir de la force dans l'amplitude ici. Donc c'est peut-être une amplitude bah, où il y aura, s'il y a des fortes contraintes rapides qui s'appliquent, peut-être qu'il y aura plus de risques pour les tissus qui ne soient pas préparés ou d'avoir des petites douleurs à cause de ça. Donc voilà, la mobilité. Donc dans la mobilité, on a la souplesse. Quand on est souple, on n'est pas forcément mobile, mais la souplesse, par contre, c'est un prérequis pour la mobilité. Si vous n'avez pas de souplesse, bah, vous pouvez ne pas être mobile. Alors après, mobile, c'est pas forcément être contorsionniste et arriver à faire tout et n'importe quoi. C'est juste avoir la bonne capacité de mobilité avec souplesse, force, contrôle moteur, dans les amplitudes que votre sport vous demande. Voilà, en fonction du sport, vous n'allez pas avoir les mêmes demandes. Ensuite, on va voir la raideur. C'est là où c'est incompris. Raideur, c'est pas la restriction forcément de mobilité. En tout cas, quand on parle de musculation, on parle pas. Je pense pas qu'on parle de ça, et on parle pas de ça parce que des fois on dit oui, il vaut mieux être raide parce qu'on est plus performant, mais du coup, faut pas être mobile. Alors que ça n'a rien à voir, on peut être mobile et raide. En fait, en biomécanique, la raideur, ça va être la capacité d'un tissu à se déformer en résistant à la déformation. Et l'inverse de la raideur, c'est pas la mobilité, c'est la compliance. Voilà. Donc en fait, il faut imaginer comme c'est marqué là, deux élastiques. Voilà, celui-là, il va être compliant, donc c'est un élastique tout fin, il va se laisser déformer, il va restituer peu d'énergie. Et lui, bah, il va résister à la déformation, et au moment où vous allez le lâcher, il va restituer énormément d'énergie. Donc, en gros, vous pouvez être raide et mobile. Et en fait, vous devez plutôt chercher à être raide et mobile, ok? Et pas à être raide avec le moins de capacité de mouvement possible. Voilà. Donc en fait, vous pouvez être, par exemple, souple et compliant. Pardon, vous pouvez ne pas être souple et être compliant. Donc ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup d'amplitude en passif, et en plus vous allez vous laisser déformer sous la contrainte mécanique. Donc ça c'est moyen, parce qu'en fait vous allez arriver vite dans des endroits où vous n'avez pas de contrôle, avec des forces que vous n'êtes pas capable de gérer. Et à l'inverse, par exemple, si vous êtes souple et raide, c'est déjà un peu mieux. Vous avez une capacité de mouvement, il y a de la raideur qui va résister, voilà. Et après, vous pouvez être encore plus loin, mobile
et raide. Voilà, mobile et raide, donc vous avez de capacité de bouger, et puis vous avez de la raideur qui vous permet d'encaisser la contrainte et de la restituer par la suite. Et ce qu'on sait avec la raideur, c'est que... alors oui, juste avant, cette conférence-là de Kisbar, dont je voulais vous parler, je crois, de 2017, elle est très intéressante. Je vous ai arrêté sur une image où il dit justement que le tendon, bah, lui, il a une localisation particulière, et du coup, des contraintes particulières, parce qu'il doit être compliant au niveau de la jonction myotendineuse, et par contre, il doit être raide au niveau de sa jonction avec... de sa jonction tendineuse avec l'os. Et c'est une conférence à regarder, celle-là. Vraiment très intéressante. Donc en fait, pourquoi c'est bien d'être raide? Parce qu'en fait, ça va améliorer les performances, donc on va avoir un meilleur taux de développement de la force, meilleur stockage et une meilleure utilisation de l'énergie élastique, parce qu'on va l'emmagasiner et mieux la restituer ensuite, et on sait que les personnes raides, bah, ils vont être plus performants dans les sauts, les lancers, la course d'endurance, avec l'économie de course, les sprints et les changements de direction. Et ça, c'est très important. Après, il faut être raide, il y aura une raideur optimale, on va dire, et si vous êtes trop raide, bah, vous allez peut-être augmenter vos risques de blessures, notamment vous regarderez la conférence de Kisbar, il parle des problèmes de tendons trop raides. Alors ouais, plus le tendon il est raide, plus il va restituer de l'énergie, plus il aura de la performance, mais plus le risque de blessure il va être augmenté. Et donc du coup il y aurait un taux de raideur idéal, en gros. Je pense pas qu'on puisse savoir lequel c'est, mais toujours voilà, naviguer entre trop de raideur, pas assez enfin, le bon taux de raideur pour performer, mais pas trop pour pas se blesser. Et inversement, une rigidité trop faible, c'est également associé à un risque de blessure plus élevé. Voilà. Donc après, je vous ai mis la blessure d'After ici, mais c'est pour illustrer. C'est une blessure, c'est multifactoriel. Je sais pas pourquoi il s'est blessé. Hein. C'est juste pour illustrer que je vous ai mis ça. Et des chocs thermiques. Ouais, des chocs thermiques, chauffantes, des glaçons. ouais. Mais vraiment. Mais c'est vrai que les MTP pour les tendinites, l'acupuncture aussi. Ouais, l'acupuncture c'est pas mal aussi. Très peu utilisé, et pourtant ça fait plein de choses. Alors là, je vous mets un extrait entre deux personnes qui discutent, et en gros, ils sortent plusieurs thérapies pour lutter contre les tendinites, et en fait, ils sortent un peu tout et n'importe quoi. Donc juste avant, je vais juste dire que juste avant l'extrait que je vous passe, ils disent c'est bien d'aller voir un kiné et un ostéo pour les tendinites. Et juste après, ils passent en fait plus de temps, donc ça c'est super bien, ok. Mais après, juste après, ils passent plus de temps à parler sur les thérapies qui n'ont pas de preuves scientifiques. Juste rappeler que la personne qui parle, elle a une tendinite, il me semble, à l'épaule, c'est un podcast. Et en gros, il explique qu'il allait voir un kiné, je crois que c'était une kiné d'ailleurs, qui faisait que du MTP sur les tendinites, que chez les sportifs. Voilà. Donc c'est quand même assez incroyable, parce que là, je vous ai sorti un papier de Jill Cook, qui date un petit peu, enfin qui est de 2018, où elle explique 10 traitements qu'on doit éviter de faire en cas de pathologie du type, enfin en cas de tendinopathie. Et en fait, en 7, on a ne pas faire de massage de friction, ou en gros de MTP. Donc c'est assez marrant, parce qu'il y a du coup, on a quelqu'un qui dit que ça marche. En plus, il explique que lui, en 2 séances, ça a marché sur lui, et que du coup, il a pu retourner à la salle. Et on a une kiné qui fait que ça. Donc donc voilà, donc après, est-ce que c'est le MTP en soi qui a marché? Est-ce que c'est les effets contextuels? Est-ce que c'est juste le temps? En fait, il aurait fait peu importe ce qu'il aurait fait entre temps, voilà. Enfin, qu'est-ce qui a joué? J'en sais rien. Mais en tout cas, le MTP, normalement, c'est déconseillé. Voilà, en tout cas, c'est pas un des traitements recommandés, on va dire. On va voir l'acupuncture. Alors, l'acupuncture, c'est pas spécialement mon domaine. Moi, ce que je vous recommande, c'est de lire ces 2 papiers-là. Et en gros, ça dit quoi? Ça dit l'acupuncture, pas plus d'effet qu'un placebo. Alors je vais pas revenir sur tout, pas vous faire je vais pas vous parler du placebo là parce que ça serait assez long, il faudrait que je parle de pas mal de choses, je pense que ça pourrait être le sujet d'une vidéo à part ou d'un article à part ou même les deux, parce que c'est très long, mais en gros l'acupuncture, bah, on n'a pas vraiment de preuve que ce soit super efficace. Là vous allez vous dire, ouais mais bon si ça lui a fait du bien à lui, bah il n'y a pas de mal à recommander ça. Alors, après il parle des bains chauds aussi dans les tendines, moi j'ai même pas fait de recherche parce que ça m'intéresse pas, mais... Voilà, il nous propose l'acupuncture, il nous propose la FTP, on peut se dire, ouais, mais si ça fait du bien aux gens, il n'y a pas de mal à ça. Et ben en fait, quand on recommande des traitements, il parle de kiné, d'ostéo justement au début, bah, c'est bien de recommander les traitements qui ont des bases scientifiques en fait, et qui sont dans les guides de bonne pratique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des études, notamment une étude, sur le mal de dos, qui nous montre que, voilà, il faut faire attention aux traitements qui ne sont pas basés sur les preuves. Donc là, c'est le cas du mal de dos, c'est pas sur les tendinopathies. En fait, ce qu'on a, c'est qu'on a des patients qui avaient mal au dos,
donc un mal de dos aigu, en gros ils viennent d'avoir mal au dos, ils vont chez le médecin, et en fait, dans cette étude, la moitié des patients qui ont... Enfin, la moitié des patients, dans les 21 jours qui ont suivi la première visite chez le médecin, ils ont eu un traitement qui n'était pas basé sur les recommandations scientifiques. Voilà. Donc là, on se dit, bon, bah pareil, il a fait de l'acupuncture ou peu importe, bon, c'est pas grave, on va dire, soit ça marche, ça fait du bien et tant mieux pour lui, soit ça marche pas, bon, bah il fera autre chose. En fait, c'est là qu'il faut faire attention. Donc j'ai récupéré cette infographie sur le site de Physio Network, je vous en parle régulièrement. Donc en gros, en fait, ils ont juste mis en image cette étude-là, et en gros, ils nous expliquent que plus vous allez faire de traitements qui ne sont pas basés sur l'épreuve dans les 21 jours qui suivent le début de votre mal de dos, ou après une consultation chez le médecin, on va dire, plus vous avez de risque de passer d'un mal de dos aigu à un mal de dos chronique. Ok. Donc si vous avez un traitement pas basé sur l'épreuve, vous avez 27% de risque de passer d'un mal de dos aigu à chronique. Donc admettons, 27%, c'est justement, vous avez mal au dos, vous allez faire de l'acupuncture, ça passe pas. Bon, 27%. Ensuite, vous avez un deuxième traitement. Je sais pas, vous allez voir le chiro. Alors, qu'est-ce qui marche en général dans le mal de dos? Comme dans toutes les douleurs, ce qui marche, ça va être éducation thérapeutique, exercice avec complément plus ou moins de thérapie manuelle. Donc là, en deux, on a dit vous allez voir l'ostéo ou le chiro, peu importe, ou un kiné qui fait de la thérapie manuelle, mais qui vous explique un peu n'importe quoi, voilà, qui vous remet les vertèbres en place, il a un discours nocebo, peu importe, en tout cas, c'est pas basé sur les recommandations ce qu'il fait. 35%. Ensuite, là, vous allez voir une autre personne, moi, j'ai plus trop un magnétiseur, par exemple. 46% de passer à la chronicité, donc il y a quasiment 1 sur 2, et voilà, pour le coup, si vous avez une quatrième personne dans les 21 jours qui vous propose encore un traitement non basé sur l'épreuve, on augmente le risque de passer d'un état aigu à chronique. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Bah attention à ce qu'on dit sur les réseaux quand on parle de santé toujours. Quand on est avec des personnes qui... En fait, le problème c'est que on a des personnes qui sont connues dans le domaine de la musculation, qui disent des choses et en fait qui vont être écoutées. Et voilà. Et donc on va nous dire les bains chauds pour les tendinites, les MTP. On voit que MTP ça marche pas, c'est déconseillé. On voit que l'acupuncture c'est un placebo, donc autant parler des trucs qui marchent. L'acupuncture ça soigne plein de choses. C'est quand même, j'ai envie de dire, où sont les preuves? Après, là, je suis prêt à changer d'avis. Si vous m'envoyez des références qui disent, voilà, l'acupuncture sur ça, ça marche super bien. Mais voilà, au bout d'un moment, et de toute manière, dans la plupart des douleurs, notamment classifiées par l'IASP, bah en fait, il n'y a jamais l'acupuncture dans les trucs. En général, on nous dit éducation thérapeutique, faire de l'exercice, et voilà. Et pour les douleurs nociceptives, pour la douleur nociplastique, pour la douleur neuropathique, c'est un peu toujours les mêmes recommandations qu'on a. On n'a pas l'acupuncture. Ça peut être après un complément, mais est-ce que... Voilà, après c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on explique autour de l'acupuncture, est-ce qu'il y a vraiment des effets spécifiques? Si c'est juste du placebo, ben voilà, on peut... il faut être un peu plus modéré, on va dire, dans les prétentions thérapeutiques. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc maintenant, vous savez comment on repère une douleur d'origine discale. Vous faites la différence entre raideur et mobilité. Vous n'allez pas vous dire que raideur, c'est l'inverse de la mobilité. Et en plus de ça, on évite de conseiller des thérapies, ou même de faire des thérapies qui ne sont pas basées sur les recommandations. Voilà. Ben, on se dit à la prochaine. Salut!